Ça coule de source. C'est une plongée dans tous les savoirs et c'est un podcast du Collège des Humanités réalisé par Anne-Laure Guénac. De fake news en théorie du complot, des mouvements anti-science pulluleraient comme jamais. Leur méfiance, qu'elle touche au réchauffement climatique ou à la vaccination, comme on l'a surtout vu durant la pandémie de Covid-19, leur méfiance donc aurait pris d'assaut nos réseaux sociaux, avec pour effet de contraindre chacun et chacune d'entre nous à choisir son camp, celui des experts scientifiques ou celui des méfiants, ou pour le dire autrement, celui des gens qui savent versus celui des imbéciles. Enfin ça c'est quand on est dans le camp numéro 1, ou pour le dire encore autrement, celui des manipulateurs et manipulés versus celui des gens qui ne sont pas dupes et auxquels on ne la fait pas. Ça c'est évidemment ce qu'on dit quand on est dans le camp numéro 2. Vous voyez à peu près l'ambiance. Je suis sûre qu'à un moment donné, cette polarisation, vous l'avez vous-même perçue, vécue, et peut-être mal vécu, parce qu'il y a de quoi être mal à l'aise, notamment si on est chercheur, chercheuse et qu'on s'inquiète de devoir faire des sciences dans cet environnement. Alors comment sortir de cette confrontation qui semble témoigner d'une crise profonde entre le grand public et le monde scientifique? Eh bien, c'est une question qu'on a dépliée lors d'une rencontre organisée par le Collège des Humanités sur le campus de l'EPFL. C'était en mars dernier, avec Bernadette Banceau de Vincent, elle est professeure émérite de philosophie à Paris-Sorbonne et membre de l'Académie des technologies, et Gabriel Dort, il est docteur en philosophie, assistant senior à l'ETH de Zurich. Ensemble, ils ont écrit et récemment publié aux éditions du Seuil « Les sciences dans la mêlée », un livre qui porte justement sur ces thèmes. À l'issue de la rencontre, j'ai prolongé la discussion avec Gabriel Dort et j'ai commencé par lui demander déjà cette opposition entre grand public et monde scientifique. Que vaut-elle vraiment? Lui qui s'est penché en chercheur durant des mois sur ces groupes opposés, que peut-il en dire? D'abord que c'est des catégories qui sont quand même un peu trop rudimentaires, un peu trop grossières. Donc les scientifiques, il y a toute une série de disciplines scientifiques, et spécialement pendant la crise Covid, on a vu entre les modélisateurs, les médecins de ville, les épidémiologistes qui articulaient des explications parfois contradictoires, en tout cas différentes de ce qui était en train de nous arriver. Et ces communautés scientifiques n'avaient pas le même accès à l'espace médiatique et pas la même capacité d'informer la décision politique. Donc classiquement, l'expert, c'est ce qui dit le vrai au pouvoir. Et où le pouvoir ensuite devrait prendre en compte ce vrai pour le traduire en décision politique. Donc ça c'est d'un côté les sciences, et du côté du grand public, il y a, et ça c'est la bonne nouvelle de la crise Covid, c'est qu'on a vu surgir des groupes, des gens qui sont organisés, qui ont commencé à réfléchir et qui ont appris très très vite. Je crois que tout le monde, en fait, on a dû apprendre qu'est-ce que c'était que l'immunité, qu'est-ce que c'était qu'un virus, qu'est-ce que c'était qu'une comorbidité. Bon, c'est un terme que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé fascinant. Donc, et ensuite, il y a des associations, il y a des groupes qui, depuis longtemps, c'est bien avant la crise Covid, mais là, il y a eu un mécanisme d'accélération qui a bien montré qu'il n'y a pas le public, il y a des publics qui sont des publics que souvent on appelle concernés, c'est-à-dire qu'il y a des manières différentes d'être concernés par des problématiques scientifiques et techniques, selon votre vie, selon votre pratique sportive par exemple. Ça, on n'a pas encore, à ma connaissance, des statistiques précises sur qui s'est fait vacciner dans les communautés sportives de haut niveau. Ça, le jour où ça sort, ça va être très intéressant à mon avis. 0. À l'origine de cette polarisation, dont on vient d'entendre qu'elle n'était pas si claire que cela, en réalité, Bernadette Banceau de Vincent et Gabriel Dort voient une vieille tendance à l'idéalisation de la science, la science. Il y aurait encore, selon les auteurs donc de Les sciences dans la mêlée, je les cite, une vision idéale de la recherche scientifique supposée libre d'intérêt, d'émotions et de valeurs, dédiée à la révélation de faits indiscutables. Du coup, le problème rebondit puisque cet idéal n'a rien à voir avec le fonctionnement réel et actuel de la recherche
scientifique. Donc ça, c'est une manière d'expliquer l'existence, selon eux, de cette polarisation. Il y en a d'autres. Gabriel Dort. Elle est très efficace. Des deux côtés, c'est assez commode, c'est même important souvent de pouvoir désigner un adversaire. L'expert en santé publique va dire les anti-vax induisent le public en erreur, ou les anti-vax nous empêchent de mettre en place nos politiques, ou les dits anti-vax, même s'il a aussi toutes sortes de manières d'être hésitants ou opposants au vaccin en général, vont dire ah mais le ministre machin, ou les experts disent n'importe quoi. C'est une dynamique qui est aussi identitaire, c'est-à-dire que parfois pour s'imposer comme quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire, il faut se mettre en opposition à ce qu'on considère être l'adversaire. Donc cette polarisation, on essaie à la fois de trouver des manières plutôt que de la dépasser, de la faire déborder, de la faire tourner à vide, mais tout en reconnaissant qu'elle a des raisons d'exister. Elle structure le débat public et donc c'est pas juste restaurer la confiance, mais c'est aussi essayer peut-être de se désintoxiquer de cette culture de la polarité, comme s'il y avait que deux manières de voir une situation. Yes, yes, yes. No. Et pour mettre un peu d'air et de nuance dans le débat, la principale piste avancée par Gabriel Dort et par Bernadette Banseau de Vincent, c'est celle de la défiance qui viendrait remplacer la méfiance. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien on retrouve Gabriel Dort. C'est vraiment pour essayer justement de faire craquer ce cadre entre d'un côté la confiance et d'un côté la méfiance, deux positions qui sont en fait militantes, un peu dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elles présupposent déjà qu'est-ce qu'il faudrait croire. Et la défiance, elle s'inspire, et là dans le livre on retrace toute une série d'expériences plus ou moins réussies, mais qui montrent qu'il y a des manières différentes d'habiter ces controverses sur le mode activiste, c'est-à-dire de activer des possibles différents dans une situation. Donc la méfiance, pour nous, c'est une posture de repli, c'est une posture identitaire qui parle surtout de soi-même, en quelque sorte. Moi, je pense pas que... Et la défiance, c'est plutôt une sorte d'ouverture, une mise au défi, un challenge. C'est-à-dire, bon, alors, si on accepte telle hypothèse, ça a des conséquences, ça a des présupposés, c'est de déplier ça et de prendre soin des récits aussi, de la manière dont on raconte le monde dans lequel on a envie de vivre. Ça, c'est jamais solitaire aussi. La méfiance, elle est souvent solitaire. La défiance, c'est collectif. On a besoin des autres. On se constitue, comme je disais, en association, en groupe. Ça ne peut pas se faire seul, quoi. Et la défiance, c'est une vertu, selon lui, car... Ça permet d'être attentif à ce qui nous fabrique et de faire attention à la manière dont on va fabriquer, par exemple, de l'expertise ou une prise de position, une loi, si on est parlementaire. Et donc, c'est plus presque envie de dire un mode d'attention sur le processus lui-même plutôt que le résultat auquel ensuite on s'accroche en disant mais c'est ça, l'étude scientifique a montré que ou les masques c'est efficace, etc. On s'en fout. Ce qui est important, c'est quelles sont les conditions qui nous permettent d'arriver à des moyens de se protéger du virus et qui permettent de réévaluer ces moyens aussi. C'est ça qui est important, c'est le moteur plutôt que le résultat. Et cette défiance, elle ne vaut pas seulement pour le grand public, mais aussi pour le monde de la recherche et des sciences. C'est une chose de dire à des gens qui s'opposeraient aux mesures sanitaires ou à la 5G, de dire regardez, étudiez la situation, élaborez vos prises de position, prenez soin des articulations. Mais c'est valable aussi pour les scientifiques, les experts. Prenez soin des articulations, portez attention aussi au milieu dans lesquels se produisent ces connaissances et ces valeurs, c'est-à-dire que le milieu de la recherche, il est quand même vraiment mis à rude épreuve par des logiques qu'on a longtemps crues externes, mais en fait qui sont complètement intrinsèques au fonctionnement de la recherche, au sens des organismes de financement, de la gouvernance des institutions de recherche et d'enseignement comme les universités ou les écoles polytechniques, qui obéissent à certaines logiques de compétition, de pression sur les résultats, de ranking, de mise en concurrence
des chercheurs et des chercheuses et des équipes et des départements pour l'obtention de financements externes. Donc si on ne met pas des moyens qui ne sont pas juste des moyens économiques, mais aussi des manières de se parler, de constituer des collectifs sur le long cours. Le temps du projet européen, c'est 3 à 5 ans. Et ensuite, les collectifs de recherche sont dissous pour aller travailler sur d'autres projets. Mais un laboratoire de recherche, dans n'importe quelle discipline scientifique, c'est du temps long. C'est là qu'on construit une capacité à travailler ensemble, à faire émerger des sujets, à une complicité aussi qui sert énormément dans la manière de conduire la recherche. C'était Gabriel Dort, co-auteur avec Bernadette Banceau de Vincent de Les sciences dans la mêlée aux éditions du Seuil, les deux auteurs qui étaient réunis donc sur le campus de l'EPFL en mars 2024 à l'initiative du Collège des Humanités. Cette rencontre en public, elle a été filmée, vous pouvez la visionner sur la chaîne YouTube du Collège des Humanités.